Winston Churchill disait « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Et oui, se transformer constamment, c'est, et encore plus aujourd'hui, absolument stratégique. Mais alors, où se joue le changement dans l'entreprise? Quelles sont les clés du succès? Et si l'on écoutait ceux qui mènent sur le terrain des missions de transition, de transformation, et qui ont résolu des problématiques complexes, multidimensionnelles, qui sans doute ne vous seront pas étrangères? Allez, tentons d'approcher ensemble d'un peu plus près notre Saint Graal, le fameux point de bascule d'une transformation réussie. Bonne écoute! Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast Point de bascule. Alors aujourd'hui, on vous propose d'évoquer un sujet qui va passionner les dirigeants d'entreprises familiales. La thématique, quelle nouvelle solution de pilotage pour les ETI familiales depuis la crise Covid? Un sacré sujet. Et pour ce faire, je vous propose d'accueillir deux invités qui sont rompus à ce type de situation. Ça tombe bien. David Barthes, manager de transition, et François Beaugrand, président d'XPM, cabinet de référence du management de transition. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous propose une micro-introduction avec un petit défi pour chacun de vous deux. Choisir un seul mot pour présenter votre profil. David, on commence avec toi ? Oui, bonjour. Je choisirais le mot transformation. Très bien. Parce que tout simplement, ce sont souvent, voire presque toujours, les challenges de transformation qui ont été au cœur de mes choix de carrière d'ingénieur et de dirigeant d'entreprise. Alors, transformation pour David, et pour François, ce sera ? C'est l'entrepreneuriat, évidemment. C'est le fondement de mon engagement professionnel, de mes scénarios professionnels, de mes projets professionnels depuis 20 ans à la tête de mes entreprises et maintenant chez XPM. Top. Alors, je suis curieuse, David, quel est le chemin qui t'a amené au management de transition ? C'est un vrai appétit, en fait, pour les situations auxquelles nous soumet, en fait, le management de transition, et des situations auxquelles je suis très attaché. Alors, il y en a beaucoup, l'action projet, par exemple, le fait de pouvoir rencontrer de façon renouvelée des personnels attachantes et enrichissantes, des personnalités, attachantes et enrichissantes, une liberté certaine de choix et de décision qui sont données dans ces missions, et puis le fait d'être confronté à un challenge intellectuel, mais pas simplement intellectuel, aussi émotionnel et aussi physique. Il faut savoir maîtriser ses émotions et puis se maintenir en forme pour être bon, tout simplement. Et ça, c'est un beau challenge que j'aime. Et puis, la possibilité de mobiliser toute mon expérience, mon expertise au service d'une organisation, au service d'un challenge, au service d'une organisation. Donc, la dimension humaine, l'expertise, l'expérience, les rencontres, enfin, c'est très riche. On sent que c'est très, très riche le management de transition pour toi. J'adore ce métier. Ça se sent dans le ton de ta voix. Et pour toi, François, quel est le chemin qui t'a amené jusqu'au management de transition ? En fait, c'est le partage de mon expérience professionnelle, de mon parcours professionnel, des responsabilités que j'ai eues. Il y a eu un moment pivot dans lequel j'ai eu besoin, où j'ai eu envie de restituer. Le management de transition, c'est une façon de restituer son expérience. On parle de savoir-faire, on parle de savoir-être, on parle de sa capacité d'empathie, d'écoute. En fait, c'est valorisant pour toutes les parties, pour celui qui le pratique, celui qui le pilote, et puis celui qui a eu la lucidité d'aller solliciter le management de transition pour faire progresser son entreprise, une action, un projet. On va pas mal en parler de cette problématique de lucidité, de se rendre compte aussi quand c'est le bon moment. Je vous propose qu'on plonge dans notre sujet du jour, donc le pilotage des ETI familiales. Selon toi, François, à travers toutes les expériences d'accompagnement que tu as pu avoir, quels sont les éléments qui différencient, qui caractérisent le pilotage d'une ETI familiale ? Alors, je ne veux pas être réducteur, mais souvent, une ETI familiale, c'est un actionnaire qui est exécutif, c'est-à-dire qui a les mains sur le guidon et qui s'implique dans le pilotage de son entreprise. Et souvent sur des temps longs. Donc, on a 20, 30, 40 ans d'expérience à la tête de l'entreprise, qui a pu être héritée de la génération précédente, on reviendra dessus. Et ça provoque ou ça déclenche un pilotage et une gouvernance de l'entreprise qui est plus basée sur le ressenti, la perception, les effets d'expérience,
que ce que les écoles du management nous amènent à posséder comme outils, tels que, par exemple, les KPI, les tableaux de bord, des styles de management formatés. Donc ça, c'est un élément et une caractéristique propre aux ETI familiales. Un peu plus de ressenti, un peu moins de dashboard. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on a comme élément d'attitude. Alors, il y a un élément de contexte qui est aussi assez caractéristique, c'est qu'il y a souvent une protection sur les aléas des contextes économiques, des aléas de l'activité de l'entreprise à travers un point fort qui est une trésorerie, c'est-à-dire un actif, alors qui peut être une trésorerie, des fois c'est des stocks, quand on est dans des ETI industriels, mais c'est ce qui permet généralement de se prémunir des moments difficiles. Ça, c'est une donnée forte. En fait, cette donnée, quand elle s'est vue frotter, ce point fort, quand il s'est frotté à notre conjoncture de Covid, elle a montré des points de faiblesse. Parce que le Covid a été soudain, inattendu, brusque, arrêt d'activité dans énormément de cas, un post-Covid avec des situations d'endettement qui sont supérieures à l'entrée dans la période Covid. Tout ça, ça a beaucoup bouleversé, remué les grands fondamentaux de gouvernance des ETI familiales. Et nécessité une réorganisation et un nouveau pilotage, c'est ce qu'on va voir par la suite. David, est-ce que tu es raccord un petit peu avec cette vision du pilotage d'une ETI familiale, des grandes caractéristiques du pilotage d'une ETI familiale ? Oui, absolument. En fait, les ETI familiales représentent fortement le socle de l'économie française. Et encore, on voit cela encore beaucoup plus en Allemagne. Et en fait, elles ont une ADN très, très, très caractéristique, ces ETI familiales. Moi, j'en compte 4. Elles ont un chemin de décision très court. Elles ont une possibilité de prendre des décisions qui ont un impact sur le long terme, comme le disait François. C'est-à-dire, on peut se permettre en fait d'avoir un trou d'air passager, et on n'est pas contraint par le résultat à court terme. Et puis là, je verrai aussi le fait que l'entreprise familiale est caractérisée par un fonctionnement sur la confiance, vraiment assis sur la confiance. Et puis à ne pas négliger, et ce qui est une très grande force en fait, c'est la forte implication de la famille. Donc ces 4 caractéristiques sont des très très grands avantages. Ce sont des forces indéniables, qui leur permettent aussi de jouir d'une très forte réputation auprès de leurs clients, puis de leurs salariés, très souvent par la forte présence du dirigeant actionnaire sur les marchés et sur le terrain. Alors par contre, il y a des biais, j'imagine. Il y a un revers à cette médaille, exactement. Il y a des faiblesses qui sont inhérentes à ces avantages. C'est vraiment, les avantages portent en eux-mêmes la faiblesse. Et cette faiblesse, elle a été vraiment mise en évidence par la crise Covid. Et donc, on est aujourd'hui dans la nécessité de les corriger, et cela rapidement, parce qu'il y a une vraie menace. Alors, il y a un des biais dont vous parliez tous les deux, et François d'ailleurs, quand on a préparé cet échange, tu évoquais ce que tu disais, la confusion entre la loyauté et les effets de cours qui peut exister dans cette typologie d'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est marrant que tu aies soulevé ça. Évidemment, c'est une des nombreuses caractéristiques. Donc, je ne veux pas non plus généraliser ce point-là, mais de façon un peu synthétique, pour moi, la loyauté, c'est d'abord, c'est une notion forte et un des leviers essentiels, attitude essentielle du manager. Ça, c'est clair. Maintenant, la loyauté, elle est dans l'usage courant et attendu, c'est celle qui valide l'alignement du manager et des organisations avec la stratégie de l'entreprise. C'est celle aussi qui porte l'engagement du manager dans l'exécution de sa mission, sa responsabilisation, l'ownership. Ce que j'appelle l'effet de cours, c'est plutôt ce qui va traduire une finalité basée sur des attentes de reconnaissance, qui va plutôt être sur des mises en œuvre de moyens juste satisfaisants, plutôt que se pencher sur une atteinte de résultat, un objectif d'atteinte de résultat. Et puis, c'est aussi, de façon pas très saine, une occupation de l'espace managérial, de façon assez passive. Voilà ce que je voulais induire par cette mise en regard de la loyauté et puis l'effet de cours. Ouais, c'était une formule qui était intéressante, je trouve. Selon toi, c'est quoi le schéma que tu vas retrouver, qui va se répéter dans les entreprises familiales, le schéma un petit peu classique? Alors, moi, quand j'ai racheté mes entreprises
à l'aune ou à la fin des années 2000, j'ai eu un cas et que je retrouve beaucoup maintenant sur des interventions qu'on est amené à faire avec David ou avec d'autres, qui sont des effets de génération. On a souvent le créateur, celui qui a eu l'idée, celui qui a mis en œuvre la réalisation, que de façon incidente a bâti sa boîte, souvent à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, hein, d'ailleurs, il faut le dire, et qui a profité du boom de l'activité. Donc ça, on a les 30 Glorieuses qui portent le développement de la première génération. Ouais. Derrière, on a eu la deuxième génération, alors qui s'est prise non seulement les crises du pétrole de 73. Alors là, on parle pour ceux qui ont un peu d'âge, un peu d'expérience, hein, pour se remettre dans l'état de l'époque, et qui, en termes de stratégie, se sont quand même très héritières de ce qu'a réalisé la première génération, les parents, et qui se met plutôt en continuité. Et elle le fait souvent dans un contexte qui est très très différent de celui, en termes d'activité économique, qui a prévalu au moment de la première génération et la création de l'entreprise. Aujourd'hui, on est sur des implications d'une nouvelle génération, et cette nouvelle génération, elle a intégré tous les biais qui ont été ceux qui ont drivé les moments de gestion des générations précédentes. Donc elle est plus libérée, elle est questionnante, elle n'hésite pas à se donner, à se poser sur des mises en œuvre de moyens disruptifs par rapport à ce qui a été pratiqué dans les générations précédentes. Donc il y a souvent des situations qui nécessitent des adaptations de l'entreprise à l'activité, à l'environnement dans lequel elle évolue. Et la nouvelle génération, elle se retrouve au pilotage de tous ces défis, avec la chance d'être souvent porteuse d'idées disruptives, de moyens disruptifs qui vont permettre le succès. Voilà moi ce que je vois comme étant les générations. Ouais. Et plutôt prête à se lancer et à y aller, on dirait, d'après ce que... c'est une entreprise qui a été biberonnée à la dimension entrepreneuriale, donc moi je trouve qu'elle est souvent très très à l'aise avec ces défis. Ouais. Très bien. Alors, on disait tout à l'heure qu'il y avait un lien très fort aussi avec l'impact du Covid sur ses impacts sur le pilotage et une nécessité de transformation. David, justement, qu'est-ce que la situation du Covid a eu comme impact sur le pilotage propre aux ETI familiales ? Oui, la crise Covid, en fait, a joué le rôle d'accélérateur dans les transformations. C'est-à-dire que très souvent, elle a fait rentrer un regard d'un tiers dans l'ETI familial. Ça peut être les banques ou l'État, par exemple, par l'intermédiaire des PGE. Et c'est ce regard des tiers, en fait, c'est un regard qui exige, en fait, une plus grande transparence sur les processus de mesure, de décision et de contrôle, voire même sur la stratégie, la question de la vision-mission, voire même sur des questions de succession, de gestion de crise, de risque, et voire même, on peut en aller jusqu'à des questions de gouvernance familiale et managériale. Donc, c'est autant d'exigences qui ont pu être vécues comme une intrusion par les sociétés familiales, mais en fait qui sont de fait structurantes. Elles apportent une bonne réponse aux faiblesses inhérentes de l'entreprise familiale qu'on mentionnait avant. Par exemple, le chemin de décision court et rapide, c'est un super avantage, mais ça offre un grand risque de risque disproportionné et de biais de décision, par des décisions non objectives, par exemple, ou peu d'intelligence collective, ou voire pas de regard expert. La même chose sur le fonctionnement basé sur la confiance. Là, ça apporte un effet de cours, un déni. Il y a des faiblesses qui demandent en fait des solutions qui peuvent être des règles claires de décision, par exemple, ou une transformation du leadership du dirigeant qui tout d'un coup est conscient de ce biais et qui constate en fait qu'il est très seul en fin de compte de facto, et donc il doit enrichir en fait son processus de décision, il doit nettoyer son équipe ou piloter son équipe différemment pour éviter les effets de cours, mais plutôt avoir des effets d'intelligence collective, etc. Et puis l'implication de la famille, ça implique un management très peu explicite, ça laisse beaucoup de place au flou, qui est foyer d'inefficience et de lenteur. Donc il faut impérativement clarifier la répartition des droits et des responsabilités au sein de l'entreprise. Donc voilà, Covid a accéléré et accélère en fait la mise en place de processus
de mesures. Il faut renforcer le contrôle financier. Souvent, la trésorerie est suffisante, mais maintenant, elle ne l'est plus. Le besoin de reporting au tiers, voire un organe de contrôle était inexistant ou très faible. Il se limitait aux exigences légales, par exemple. Mais maintenant, il faut communiquer à des tiers qui sont des banques, l'État, qui ont des vraies exigences de reporting régulier. Il faut revoir en fait les organes de gouvernance entre les différents acteurs de l'entreprise pour avoir des vrais contre-pouvoirs. Il y a beaucoup de chantiers, c'est des chantiers extrêmement variés en fait qu'il va falloir traiter. Donc ça, on a un chantier par niveau de pilotage. Le niveau de pilotage le plus élevé étant celui de la stratégie et qui est du ressort en fait en termes de validation du conseil de surveillance, mais voir le niveau supérieur qui est le conseil de famille où il sera en fait l'organe qui va synthétiser quelles sont vraiment les valeurs de famille qui veulent être vécues et transformées et transportées dans l'entreprise. Ça, c'est hyper important, mais aussi qui va permettre de régler les conflits familiaux qui sont inhérents à toute famille, ça on le sait tous, mais qui ne doivent en aucun cas mettre à risque l'entreprise et polluer les décisions de l'entreprise, qui sont d'un tout autre niveau. Donc ça, c'est je dirais les niveaux de pilotage les plus supérieurs. Et cette logique-là, en fait, elle doit se décliner et diffuser jusqu'au plus bas niveau opérationnel de l'entreprise. Le pilotage des lignes de production, le pilotage des équipes commerciales, le pilotage du controlling financier, voilà, tous ces aspects-là. Donc, on tire le fil jusqu'au bout. Oui, donc on a vu qu'il y avait beaucoup de chantiers qu'il va falloir mettre en œuvre dans ce contexte qui est très très particulier. François, pourquoi et quel intérêt ça peut avoir de faire appel à du management de transition? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est quoi les atouts par rapport à cette situation particulière? Alors, Florence, juste avant pour recontextualiser, avant de répondre directement à ta question, je voudrais juste qu'on partage les éléments de cheminement et de genèse de l'appel au manager de transition de la part d'un dirigeant de TI. Parce que s'il y a bien quelque chose qui n'est pas naturel, c'est cet appel au management de transition. Pourquoi? Parce que le pilotage de l'entreprise a souvent été l'objet d'un investissement fort de la part du dirigeant de TI. Heureusement, le dirigeant de TI, il a une grande qualité, c'est qu'il ne confond pas cet investissement personnel avec un exercice solitaire. Et un dirigeant de TI, ou d'entreprise de façon générale, il sait s'entourer. Il sait s'entourer de ses pairs qui sont dans le même bassin d'activité que lui, éventuellement un syndicat professionnel, des avocats, experts comptables, etc. Donc il a tout un écosystème qui va souvent lui aider à faire prendre conscience qu'il aurait besoin d'un œil neuf qui soit amené par des compétences externes. Et c'est vrai que le premier réflexe d'un dirigeant de TI, c'est plutôt d'aller voir dans son environnement proche est-ce que quelqu'un pourrait l'aider. Et honnêtement, c'est souvent, bon, je peux pas dire mauvaise pioche, mais moyenne pioche. Parce qu'on va avoir dans l'environnement proche, on va plutôt avoir, par exemple, un expert financier, un expert, etc. Et la vision globale, en fait. Voilà, est-ce que ça suffit? Mais où est la vision globale? Exactement. Le manager de transition, dans l'identification du besoin qu'on fait dans les discussions avec le dirigeant de l'ETI ou de l'entreprise, nous, on va apporter une vision de compréhension qu'il faut un apport plus global. Donc ça, c'est un atout amené par un manager de transition bien choisi. Il a une vision globale, il a une hauteur de vue, une contextualisation beaucoup plus forte que la sollicitation d'un expert de proximité. Alors, deuxième atout, c'est qu'on intervient avec un vrai pilotage. En tout cas, chez XPM, on a un vrai pilotage qui est assuré par les associés. Ce qui me fait souvent aborder la notion de management de transition by XPM comme étant un manager de transition augmenté. C'est-à-dire, il y a le manager de transition et nous, en tant qu'associés, on vient augmenter sa performance avec nos éléments d'expertise propres, la distance qu'on met, parce qu'on n'est pas toujours sur le dos du manager de transition, heureusement d'ailleurs, mais voilà, on est dans cette logique-là. Alors, une fois qu'on a donné ce contexte, l'appel au manager de transition par un dirigeant de TI ou d'entreprise, encore une fois, il révèle qu'un manager de transition, ça amène évidemment du sang frais, ça amène un œil neuf, mais surtout ça amène une capacité de mise en action forte par des savoir-faire managériaux, évidemment par des expertises techniques de savoir-faire, mais aussi des éléments de savoir-être. Donc on est dans une capacité de mise en œuvre très très forte, une capacité analytique très très forte, une capacité de diagnostic très forte et une capacité de mise en œuvre, j'insiste là-dessus, de mise en œuvre qui est très forte. Donc on accélère le temps des projets de transformation.
Alors, une fois qu'un manager de transition a été choisi, identifié, qu'il démarre sa mission, on va se tourner vers toi, David. Euh, Selon toi, c'est quoi les clés pour que ce type de mission, qui a une vocation quand même de transformer le pilotage d'une UTI familiale, se fasse dans les meilleures conditions? C'est un contexte qui est quand même hyper complexe. On a bien compris qu'il y avait des enjeux qui étaient à différents niveaux. On marche un petit peu sur des œufs, non, j'imagine? Oui. Non, il faut effectivement faire preuve j'aime bien dire, d'une écoute généreuse et d'une parole parcimonieuse et forte. Alors, en fait, c'est une formule, hein, mais ce qui est important, c'est de gagner la confiance. Euh, et là, il y a un pitfall impérativement ne pas, enfin éviter, c'est l'arrogance, hein. Il faut surtout pas arriver avec des recettes toutes prêtes. Euh, et il faut en fait adapter des recettes ou de trouver la méthode vraiment très spécifique à la situation. Donc ça, c'est la première chose. Gagner la confiance. Comment gagner la confiance aussi? C'est donc par l'écoute, je dis, et par la parole. Mais aussi, il faut être capable de démontrer rapidement son efficacité et sa valeur ajoutée, hein. Et pour cela, la meilleure chose, c'est de démontrer cela sur des chantiers deep dive opérationnels, dès le début, qui vont livrer rapidement du résultat. Hem, Et en général, ça dure combien de temps une mission de ce type? Cette mission de ce type va durer entre 12 et 18 mois, et c'est justement pas parce qu'on a entre 12 et 18 mois qu'on va rien foutre pendant 6 mois. Non, C'est peu, hein, en fait, hein, si c'est vraiment pour ouais, il faut quand même démontrer au bout du premier mois qu'on est la bonne personne et qu'on va être capable de faire le long voyage ensemble. gagner la confiance. Voilà, donc, mais gagner la confiance, ça prend du temps. Ça aussi, il faut pas croire que c'est fait en un mois. Très souvent, ça dure entre 5 et 6 mois. Euh, euh, alors donc, ouais, pour gagner cette confiance, le défi, c'est donc. Et puis alors ensuite, il faut que la mission devienne efficiente. C'est-à-dire, en fait, il faut bien trouver son champ de bataille, hein. Il Les faut, prioriser. voilà, les prioriser, trouver son champ de bataille, c'est quoi? C'est celui qui va permettre, avec le moindre effort, d'avoir le plus grand impact, hein, puisque le temps compte. Mmh. Il faut pour cela aussi bien identifier les invariants, hein. Il y a certaines choses Ça, auxquelles ouais, ça, c'est très intéressant, je trouve. Identifier ce qui va, de toute façon, ce qui bougera pas, ce qu'il va falloir, il va falloir faire avec. Mmh. exactement, il y a des choses qu'on pourra pas toucher et qu'il faudra faire avec. Voilà. Euh, Par exemple, il y a des cadres qui sont indémontables, hein, même si on serait d'avis qu'il y aurait un peu plus à faire ou un peu plus à performer. Mais Mmh. voilà, mais il y a certainement des bonnes raisons aussi pour cela, hein. Donc Bien sûr. voilà, c'est ça aussi, ne pas être arrogant, c'est ne pas avoir d'a priori et de parti pris. Il y a souvent des choses qui nous dépassent, qu'on découvre au bout de 6, 8 mois. On voit, ah oui, il y a effectivement une logique là derrière. Elle n'est pas si con que ça en fait. Donc, voilà, ce sont quelquefois des logiques qui sont pas explicites, implicites, qui ont été construites sur le temps et qui ont Fruit de l'histoire. Ouais. il y a une histoire et il y a une valeur. Et alors aussi un point clé, je trouve, c'est vraiment de rapidement identifier les ressources clés au sein d'entreprises qui peuvent être des multiplicateurs de la transformation, hein. Le manager de transition ne va pas faire la transition de transformation tout seul. Il va enclencher les choses, mais il faut très vite qu'il puisse s'appuyer sur des relais euh, qui vont lui survivre, hein. Mmh mh. Ça, Oui, parce que c'est vraiment ça l'idée du management de transition, hein, c'est d'être de passage. et oui, exactement, on est de passage et quand on quitte, il faut que ce qu'on a fait soit robuste, et la meilleure façon que ce soit robuste, c'est que les gens c'est que les cadres clés et les ressources clés, c'est pas obligatoirement des cadres, les fondamentalement intégrés et puissent continuer à l'alimenter. Donc L'appropriation. ouais, ouais, ça c'est important, l'appropriation, exactement, exactement. À ton avis, David, comme tu as mené plusieurs fois ce type de transformation, et que tu as du recul, Mmh. quel est l'écueil, le travers dans lequel on risque de tomber dans ce type de mission? Alors je vais être très, très, très simple, c'est l'impatience. Parce que Tu es là, impatient, en fait. être impatient, et ça c'est un gros risque parce que ça porte le risque de rompre le lien, Ouais. puisque en fait ce sont des transformations pas simplement dans les méthodes de travail, mais principalement dans les modes de pensée et de décision et de perception même des réalités.
Et ça sont des transformations très longues. Pour ça que la confiance aussi est hyper importante. Et Accepter qu'il y ait que certaines choses prennent du temps. oui, ça prend du temps. Et on voit très souvent, je suis encore et toujours surpris par des questions qui remontent au bout de 4-5 mois, qu'on croyait avoir clarifiées. Et quand ça remonte, ben, c'est le bon moment. Voilà, ça veut dire que ça a fait son petit bout de chemin et on peut enfin enfoncer le clou. Très bien. Alors messieurs, on arrive tout doucement à la fin de notre épisode. Je vous propose qu'on parle point de bascule pour terminer. À partir de quel moment est-ce qu'on sent qu'il y a un cap qui est franchi, que la situation est maintenant sur des bons rails? Peut-être David pour commencer? Oui, alors, bah, je dirais que ça dépend principalement en fait de l'état, de l'entreprise dans laquelle qu'on rencontre, hein. Si bien sûr l'entreprise est au bord d'une cessation de paiement, c'est-à-dire en fait dans une crise fortement avancée, c'est autre chose que si elle se trouve dans une crise de résultats. Par exemple, on est confronté à une érosion des résultats, voire une dégradation du cash net. Ça c'est, hem, ça va on va avoir des points de bascule très différents. Dans le premier cas, le cas d'une crise, pointue, le point de bascule va être et doit être immédiat, hein. C'est plus simple car Oui, dans ce cas-là, le management de court transition, terme. il va prendre les rênes de suite, hein. Il y a situation d'urgence, très souvent, nouvelle aussi pour le dirigeant actionnaire qui n'a pas à faire, qui n'est pas confronté à ce genre de situation tous les ans, donc il est plutôt désarmé en général. Donc là, c'est plus simple, le point de bascule est immédiat. Mais dans le deuxième cas, ça prend beaucoup plus de temps en général. Et je dirais que le point de bascule dans cette situation-là, hem, il est atteint, quand on a atteint un point, un point formidable, je dirais un point un peu d'extase, hein, où il y a un accord parfait entre la vision du dirigeant, une vision qu'il a dû impérativement corriger, bien sûr, hein, sinon il n'aurait pas été dans la situation à faire appel à une personne externe. Donc il a dû faire le deuil de son ancienne vision, pardon. Et donc ça, c'est le résultat quand même d'un gros travail d'accompagnement. Donc un accord parfait, entre la vision du dirigeant actionnaire, révisé, hein, entre les moyens objectifs de l'entreprise à l'instant T. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le déni. On a constaté qu'on a des moyens limités ou autres que ceux auxquels on dispose de façon habituelle. Et puis, bien sûr, les objectifs à court terme de la mission du manager de transition. Donc si ces 3 points-là sont en accord parfait, là ça roule. L'alignement, la prise de conscience d'abord et ensuite l'alignement. Voilà. Oui, Et tout à après, il n'y a fait. plus qu'à tirer le fil. Enfin, plus qu'à. Ouais, ouais. Ensuite, il faut tirer le fil. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, que j'abonde évidemment dans ce que dit David. Et en fait, tout ça, ça se traduit par un investissement de confiance qui est fort. Voilà, une reconnaissance de la contribution du manager de transition. Là, on a basculé et on peut sans problème aller rechercher un autre point qui va être le point de non-retour, qui va être celui que décrivait tout à l'heure David, où il y a une appropriation par les équipes en place. Et ce point de non-retour signifie le désengagement du manager de transition. Et là, on a fait notre boulot, on peut passer à notre mission. Ça, c'est fait. Merci infiniment, messieurs, pour cette précieuse prise de recul. C'était vraiment extrêmement riche, très détaillé, très, très construit, et puis avec des conseils extrêmement opérationnels. On sent bien, je pense, tous la complexité de ce type de mission et toutes les qualités d'expertise, d'expérience, de relations humaines qui sont nécessaires et qui doivent être mises à contribution. Je pense que c'est un très, très joli exemple d'un management de transition d'excellence. Et puis à très bientôt, messieurs. Merci. À bientôt. Au revoir, à bientôt. À Au revoir. bientôt, très chers auditeurs, pour un prochain épisode de Point de bascule. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce retour d'expérience partagé vous a semblé utile et inspirant, n'hésitez pas à le partager sur votre fil LinkedIn par exemple. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là vous avez des besoins en management de transition, eh bien l'équipe des associés XPM se tient prête pour vous accompagner. À bientôt!